l'utilisation du cannabis chez les jeunes, en particulier chez les jeunes, donc qui sont ce qu'on appelle en neurogénèse active, avec des cerveaux qui continuent à se former, ont des effets quand même délétères. Bonjour Philippe Bertha, Bonjour à vous, Abdel. monsieur le député Modem du Gard. Merci de faire votre rentrée sur Objectif Gard. Avant de démarrer notre interview traditionnelle que nous faisons chaque année, je suis obligé bien évidemment de vous parler du contexte un peu particulier à Nîmes qui s'est déroulé la semaine dernière. Ce contexte dramatique à Pissevin avec le décès d'un enfant de 10 ans sous fond de trafic de drogue. Quand on est député de la Nation, qu'on est au sein de la majorité présidentielle depuis bientôt 7 ans, on se dit quoi? Qu'on a tout raté? Oh, c'est pas vraiment ce qu'on se dit quand même, parce que je pense que nous avons collectivement tellement raté de choses depuis des décennies et des décennies dans ce pays, qu'effectivement aujourd'hui on en récupère malheureusement les fruits. Mais ce qui s'est passé sur le quartier Pissevin dépasse l'imagination. On est dans l'innommable, parce que on a vraiment là un enfant qui ne demandait rien à personne, qui prend une balle de façon... L'enquête le dira. Est-ce que c'est de façon volontaire ou pas? Est-ce qu'il y a eu une méprise sur la voiture? Parce que je crois qu'il y a toujours un doute. Ou est-ce que ce sont vraiment, effectivement, j'aime pas ce terme, mais le terme qui est employé, un dégât collatéral, mais incroyable. Et puis probablement émanant de jeunes qui sont guère plus vieux, et parce qu'on en est là aussi. Je me souviens parfaitement avoir passé quelques heures, il n'y a pas très longtemps, à la police judiciaire, voir un petit peu leur façon de travailler et voir aussi leurs problèmes, et qui me relataient des arrestations de jeunes sur ce quartier, et sur d'autres, hein, de plus en plus jeunes d'abord, avec une jeunesse complètement marginalisée, euh, très peu éduquée, et qui vous tient des propos, j'allais dire, glaciaires ou glaçants en tout cas, du style « Oh bah de toute façon, avec ce qu'on gagne par jour, s'il nous fallait faire des études, on gagnerait toujours moins. » Et puis de toute façon, notre destinée, on la connaît. Vous avez un gamin de 15 ans qui vous dit quoi, les yeux dans les yeux? De toute façon, ma destinée, c'est soit la prison, soit une balle dans la tête. Eh bien, pour l'instant, j'en profite. Vous connaissez bien en plus ces quartiers populaires, vous habitez pas très loin d'ailleurs Oui, d'un quartier bien sûr. populaire nîmois. Comment on explique que vous étiez effectivement en train de nous expliquer ce que peuvent avoir dans la tête ces jeunes? Comment on explique qu'on n'arrive pas aujourd'hui, que le système éducatif n'arrive pas à trouver des solutions pour ces jeunes désemparés qui ont quitté le système scolaire? Moi, je vais avoir des propos qui n'engagent que moi, qui sont peut-être un peu surprenants pour le démocrate viscéral que je suis. Je crois que notre système éducatif, qui, pour ma génération, et peut-être même pour celle d'après, était vraiment remarqué et remarquable. Une école laïque, unique pour tous. Bon, on voit déjà bien que c'est plus vraiment le cas, parce que le privé a pris sa place, donc on aurait dû se poser des questions, ne répond probablement plus à sa mission. On est passé de l'instruction publique, moi quand j'étais jeune, on était instruit, à l'éducation nationale. C'est pas la même chose, instruire et éduquer. Bon, donc on s'est retrouvé déjà avec des enseignants dont la mission a complètement évolué, sur des métiers qu'en plus on a eu du mal à reconnaître, ne serait-ce que financièrement. On a un modèle français qui est issu de notre histoire, qu'il faut accommoder, qu'il faut améliorer, ou en tout cas il faut vivre avec, qui est la diversité. Je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire pour être sincère, qu'on puisse aujourd'hui appliquer le même modèle donc éducatif pour tous nos enfants dans ce pays, et qu'il faut réfléchir à comment on peut l'adapter en fonction des situations. Et dans les situations extrêmes, Comme celle que nous vivons là. comme celle que nous vivons là, je pense que l'institution d'internat de la République et d'internat républicain me paraît essentielle. Oui, parce qu'on a Alors, l'impression que la réponse aujourd'hui du gouvernement, particulièrement celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est finalement d'envoyer, de déployer des CRS, d'être sur une question sécuritaire. Mais finalement, on ne règle pas le problème à la racine, peut-être. non, ça fait partie effectivement d'une réponse court, voire moyen terme. On voit bien ce qui va se passer sur Pissevin. Bon, la CRS 8 est présente, elle fait un boulot de ratissage. Après, il va falloir trouver comment relayer cette action, parce que l'objet va être de les écœurer, de leur dire le trafic il pourra plus se faire ici. Bon, mais il ira probablement se faire ailleurs. C'est aussi peut-être la conséquence d'ailleurs de ce qui est en train de se dérouler depuis plusieurs mois et ces dernières semaines. C'est peut-être qu'effectivement, les trafics de drogue aujourd'hui, il y a une force policière qui essaye effectivement de les déjouer. Ça, on ne peut pas dire le contraire. D'abord, il y a eu des forces de police supplémentaires. À Nîmes, je connais bien le budget. Le budget a été accru de façon remarquable. Aujourd'hui, ils sont déstabilisés. Donc, ce qu'on voit, ce sont des règlements de compte entre
bande rivale pour justement la maîtrise, une maîtrise qui n'est pas rien. La galerie Richard Wagner, moi les chiffres que j'ai, c'est de 10 000 à 25 000 euros jour. Donc on voit bien l'enjeu financier. Donc d'être effectivement pour les uns arrêtés, pour les autres éventuellement trucidés, ça déstabilise. Donc on repart sur des guerres de Et conquête. est-ce que la réponse, monsieur le député, c'est finalement pas, et peut-être que c'est une question de tabou aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle, mais elle se pose, la légalisation du cannabis. Est-ce que ça réglerait pas une partie du problème? Je n'ai pas de, entre guillemets, je n'ai pas de religion sur ce thème-là. Moi, ma réponse, vous connaissez mes centres d'intérêt, elle sera forcément sanitaire. Il me semble qu'aujourd'hui, même les études les plus récentes démontrent encore que l'utilisation du cannabis chez les jeunes, en particulier chez les jeunes, donc qui sont ce qu'on appelle en neurogénèse active, avec des cerveaux qui continuent à se former, ont des effets quand même délétères. Donc cette légalisation, il faudrait d'abord faire une évaluation très sérieuse de tous les pays dans lesquels cette légalisation a été effectuée. Ça engendrait quoi? Peut-être que c'est une solution, mais comment après se prémunir d'une surutilisation chez les jeunes? C'est moins le cas chez les adultes. Les adultes sont moins sensibles aux effets du cannabis. Mais par contre, pour les adolescents, je dirais jusqu'à une trentaine d'années, voire même une quarantaine d'années, les effets sont quand même importants. Donc, c'est pas si simple comme réponse. La rentrée parlementaire après un début d'année qui a été un peu compliqué, là aussi, pour la majorité relative à l'Assemblée nationale avec la réforme des retraites. Alors les émeutes aussi au début du mois de juillet, on pense bien évidemment à la crise de l'inflation. Là, on parle d'un budget 2024 sous le signe de l'austérité. Est-ce que ça vous inquiète de passer encore un automne compliqué à l'Assemblée nationale? Alors, ça m'inquiète, mais ça ne me surprend pas. Je crois que ce qu'on n'a pas tous compris, manifestement, c'est que on est dans un pays, mais à l'instar des autres, puisque je rappelle que c'est quand même en France où la progression du PIB est la plus importante en Europe, même avant l'Allemagne, mais nous sommes tous collectivement dans une phase d'appauvrissement. À l'origine, l'origine est multiple. L'origine, c'est déjà, je crois qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'il y avait une époque bénie où la France, avec quelques pays européens, les États-Unis, le Japon, se partageaient une espèce de gâteau commun qui était la richesse mondiale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour de la table, autour de ce gâteau. On voit les BRICS qui sont en train de se réunir. On voit qu'on a vu bien sûr la Chine. On voit l'Inde qui arrive. On voit donc que forcément, bien, le gâteau est à diviser avec un plus grand nombre de convives. Se rajoute la guerre d'Ukraine. Je crois qu'on l'oublie un peu. On n'entend pas tant parler de ça, qui va s'enquister manifestement sur une guerre de longue durée, qui nous coûte tous collectivement très très cher, qui n'est pas fait pour rassurer. Se rajoute, là aujourd'hui, on en parle cette semaine, et pour cause, vraiment des grands enjeux, qu'ils soient environnementaux, climatiques, agroalimentaires, de santé, etc., qui fait que la confiance, il n'y est pas. Moi, je le vois à travers les investissements dans le secteur d'activité que je suis. Année 2021-2022 remarquable. Depuis le début d'année, les investissements, il n'y a pas. La crise, elle est effectivement vraiment là. Dans de nombreux secteurs. On pense bien évidemment à l'immobilier également. Bien sûr, avec les taux d'intérêt. Donc là, on est dans un circuit qui est pas du tout vertueux, mais parfaitement vicieux. C'est-à-dire que si vous continuez la dette, mais comme parallèlement vous avez des taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter, votre dette vous coûte de plus en plus cher. Donc il faut effectivement redonner confiance. La confiance est liée encore, ça je peux l'attester. Je suis au contact de gros industriels étrangers qui continuent à investir en France, mais il faut maintenir cette confiance. Donc je crois que l'effort qui a été demandé pour chacun des ministères, et il y a certains ministères pour lesquels j'aimerais qu'on échappe à cette règle, c'est moins 10% de budget pour 2024. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Un mot également, puisqu'à l'Assemblée nationale, l'automne va être marqué par cette loi immigration qui est portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il n'y avait pas mieux à faire à l'Assemblée nationale qu'encore parler de l'immigration, alors que on le voit dans les enquêtes d'opinion, c'est pas forcément la priorité aujourd'hui des Français. Et je rajouterais que la semaine dernière, dans le Gard, on a vécu quand même quelque chose d'assez exceptionnel avec cette canicule et cette vigilance rouge. Est-ce que le gouvernement, à l'Assemblée nationale, on n'a pas mieux à faire plutôt de s'occuper du climat que des immigrés ? Alors moi je pense qu'aucun dossier doit écarter l'autre. Je pense qu'il faut travailler parallèlement sur tous ces dossiers. La problématique de l'immigration est complètement en connexion aussi avec le climat. N'oublions pas, on voit très bien ce qui se passe, on voit bien la montée des mers et des océans, on voit bien que s'il fait très chaud chez nous, imaginons plus au sud, et donc vous devez bien sûr travailler
Et là, c'est compliqué parce qu'il faut emmener avec vous les Chinois, par exemple, ou nos amis d'Arabie Saoudite ou du Qatar, sur cette réflexion en disant là, on est dans une situation d'urgence. Et il faut travailler donc en parallèle aussi sur comment on gère intelligemment ces flux migratoires. Parce que moi, l'immigration ne me fait pas peur si c'est une immigration qui est bien gérée et qui va de pair avec l'intégration. Aujourd'hui, notre modèle d'intégration, et c'est pas nouveau, on est un petit peu passé à côté, on n'a pas vu aussi la montée des extrêmes, etc. Donc moi je pense que voilà un dossier où il me semblerait quand même que la totalité des acteurs politiques de tous bords doivent se retrouver. Maintenant, je connais un petit peu le monde politique, je sais les petits jeux au plus malins que certains sont capables de jouer, qui ne nous servent pas et qui nous enfoncent collectivement. Mais j'espère qu'on va réussir. Donc moi, je ne vais pas reprocher au ministre de l'Intérieur de réfléchir à un projet sur l'immigration. Je crois qu'on en a besoin. Une dernière question, et bien évidemment qui vous tient à cœur, c'est la recherche. Vous dites souvent que la recherche sauve des vies. Où en sont vos travaux pour accompagner l'avenir de la recherche en France? Et j'ai presque envie de rajouter sur les thérapies innovantes également, qui sont au cœur de l'avenir de la médecine en France. Alors, ma grande difficulté et mon travail incessant depuis 6 ans, c'est de faire comprendre aux décideurs, et donc aux décideurs politiques, bien sûr, que dans toutes les grandes thématiques dont nous venons de parler, changement climatique, comment adapter notre agriculture, comment faire face aux zoonoses, c'est-à-dire à ces pandémies. On a vu la Covid qui commence à repartir, mais on sait très bien que derrière, on a la dengue, on sait très bien qu'on a le virus aviaire, on sait très bien qu'on... Donc, il me semble, pour une question de pérennité même de l'espèce humaine, qu'il nous fasse mettre le paquet sur la recherche. Je pense que la recherche, par des innovations fortes, dont elle est capable, à condition de lui en donner les moyens, peut être une solution à beaucoup de ces maux-là. Je ne vais pas ici exposer ce que j'ai dans la tête sur l'agroalimentaire ou sur la santé, et donc mon travail, il est là. Donc là, j'attaque, je peux commencer pendant l'été, et puis bien sûr, là, ça va être l'objet de septembre, octobre, novembre, pour accompagner le budget, un rapport parlementaire pour une réforme de fond complète de toute notre structuration de la recherche en biologie santé, de sa valorisation, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. On va avoir à vivre, là encore, lié changement climatique, changement environnemental, problème de santé animale. On voit ce qui se passe, par exemple, avec nos canards et nos poulets. Et bien sûr, santé humaine, on doit réviser complètement notre modèle de recherche. Vous êtes optimiste parce qu'on sent effectivement qu'Emmanuel Macron est moteur dans ses discours sur une volonté effectivement d'accompagner le développement de cette médecine de demain en France. Est-ce que vous pensez que des paroles, on peut vraiment passer aux actes? Et vous êtes un acteur de premier plan sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez que vous obtiendrez gain de cause pour les prochaines années? Je ne sais pas, mais je ne lâcherai pas. Par contre, un point d'optimisme, parce que c'est pour moi une belle révélation. Nous avions travaillé avec un certain nombre d'acteurs à la mise en place d'une grande agence nationale qui s'appelle l'AIS, l'Agence d'innovation santé, qui me plaît parce qu'elle est complètement transministérielle. La recherche, oui, la santé, oui, l'industrie, oui, et même au-delà, l'environnement. Et avec une grande directrice que j'ai appris à découvrir, avec laquelle maintenant je travaille. Elle n'est pas subordonnée à aucun de ces ministères. Elle est sous la coupe du secrétaire général à l'investissement. Et moi, je ferai tout, et je sais qu'on est un certain nombre d'acteurs à faire tout, pour que cette agence prenne le leadership pour la réorganisation complète de toute la filière, de la recherche fondamentale jusqu'aux médicaments sur la table de nuit du patient, dirais-je. Et on partage en tout cas les mêmes idées, on partage les mêmes valeurs, la même vision, et je suis déjà impatient de reprendre ce travail le 13 septembre. Merci beaucoup, Philippe Berta, monsieur le député. Merci d'avoir été avec nous ce matin.